Salam alaikum, Azoul, bonsoir. Nous allons faire, comme chaque samedi, une rétrospective sur les informations les plus marquantes de la semaine écoulée. Mais permettez-moi de commencer par un incident, disons, d'un diplomate marocain qui aurait dû, en toute logique, provoquer une grosse clameur, mais qui, fort heureusement, en dehors des cercles officiels, n'a pas suscité plus de réactions que cela, en Algérie du moins. C'était lors d'une rencontre virtuelle des ministres des pays non alignés, une passe d'armes a eu lieu entre M. Ramtan Lamamra, ministre algérien des Affaires étrangères, et M. Omar Hillel, représentant permanent du royaume chérifien aux Nations Unies. Le thème principal de la visioconférence était ainsi libellé. Le mouvement des non-alignés au centre des efforts multilatéraux pour répondre aux défis mondiaux. Fin de citation. Les participants traitaient tout particulièrement du Covid et des vaccinations. Mais M. Ramtan Lamamra, diplomate particulièrement habile, pour ne pas dire retors, et qui n'a très certainement pas voulu s'attarder sur le sujet du Covid et des vaccinations, a piégé avec une rare habileté le représentant du Maroc en évoquant, je cite, « la nécessité pour les pays non alignés de demeurer solidaires avec les peuples palestiniens et sahraouis ». Fin de citation. Je dis que M. Omar Hillel a été piégé parce que j'ose espérer que ce n'est pas là une attitude dictée par le pouvoir central chérifien. Rappelons, pour la circonstance, et pour une meilleure compréhension de ce qui s'est passé, que M. Lamamra est connu pour être un faucon dans la question du Sahara occidental. Et il ne fait pas de doute qu'il a été rappelé à ses charges de ministre des Affaires étrangères dans cette seule optique. Parce que le régime algérien, face à la plus forte contestation politique qu'il ait jamais connue depuis l'indépendance du pays, s'est ménagé une option d'urgence, en cas où le peuple algérien ne lui laisserait plus de choix que de lui rendre sa souveraineté sur son propre destin. Une option réellement inimaginable. Une guerre contre le Maroc, pour souder tous les Algériens derrière lui face à un ennemi commun qui menacerait ses frontières, voire l'indéfectibilité de son territoire. L'option guerre avec le voisin de l'Ouest est donc déjà sur la table. Mais jusque-là, les Algériens, dans leur immense majorité, sont restés sourds au bruit de bottes et au roulement de tambours, sourds et indifférents. Dans leur immense majorité, les Algériens éprouvent des sentiments réellement fraternels à l'endroit de leurs voisins marocains et dans leur immense majorité, les Algériens souhaitent que cette question du Sahara puisse trouver une solution juste, apaisée, qui ne soit plus manipulée par les uns et les autres et qui puisse enfin permettre à toute la région de retrouver une quiétude propice à l'avènement d'un grand Maghreb des peuples. Malgré toute la subversion, donc, et toute la haineuse propagande pour allumer les feux de la discorde entre eux et leurs voisins marocains, les Algériens ne se sont pas laissés manipuler. Et ils ont gardé toute leur sympathie pour ce peuple frère qui leur est très proche en tout point de vue. Il faut souhaiter que la réciproque soit la même du côté de nos voisins. Tous les problèmes finissent toujours par trouver leur solution. Et mieux, vaut tard que jamais. Mais certaines aventures et certaines déclarations qui peuvent sembler sans conséquence, peuvent en avoir de terribles, y compris pour
ceux-là même qui en sont les auteurs. Les Algériens et les Marocains n'ont pas le choix. Ils ont juste celui de la paix et de la concorde. La déclaration du représentant du Maroc, en réponse à la provocation du ministre algérien des Affaires étrangères, a été ressentie par tous les Algériens comme une intolérable agression. Une intolérable agression. Ce monsieur, ce représentant du Maroc aux Nations Unies, a évoqué le droit du vaillant peuple, je cite ses propres mots, le droit du vaillant peuple kabyle à l'autodétermination. Il sait pourtant, ce monsieur, que cette revendication n'est pas celle de la Kabylie, mais d'un groupuscule qui ne représente qu'une infime minorité de cette région, de ce bastion de l'algérianité. Les Algériens sont marqués au fer rouge de la guerre et de la haine, et ils n'aspirent plus qu'à vivre en paix, entourés de voisins fraternels. Ils attendent de savoir ce que vont être les suites de cette intolérable agression. Ils espèrent réellement, sincèrement, que ce diplomate sera officiellement et publiquement désavoué et que s'établissent entre les deux peuples des relations cordiales et une attitude réciproque de respect et de bienveillance. Rétro-info de la semaine, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui, comme chaque samedi. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Mourad Yefsah, militant, membre de CCAF. Mourad Yefsah, merci d'être avec nous. Merci Jamal pour l'invitation. Merci. Et c'est quoi CCAF au juste? Comité de citoyens algériens en France pour une assemblée constituante souveraine. Génial. Bravo. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler un peu. Avec plaisir. Hakim Haddad, militant, tout court. Hakim, merci d'être avec nous. Merci de cette nouvelle invitation. Toujours un plaisir, M. Benchenouf, ainsi que camarade. C'est partagé. Et avec nous, depuis Alger, au téléphone, Dr Lamine, Mohamed Lamine Chiban, médecin et militant. Dr Mohamed Lamine Chiban, merci d'être avec nous. C'est à moi de vous remercier, cher ami Jamal Eddine Benchenouf,
Merci. toujours sympathique, gentleman. Allah yaïshik. Et je salue à travers vous toute l'équipe de Magharibi Al-Habiba. Allah Et yabarak. toute la diaspora qui se trouve dans le monde, les Algériens qui nous suivent aussi d'Algérie. Allah yaïzik. Et à vos invités. Allah yaïzik, merci beaucoup. Allah yassalmak. Alors, mes chers amis, nous allons parler de cette histoire du représentant du Maroc à l'ONU, du Covid qui reflambe, qui revient en Algérie très très fort. Dr Mohamed Lamine Chiban va nous en parler. Nous allons parler de ces histoires de généraux qui n'en finissent plus en prison, en fuite. Ce général qui a acheté pour lui un passeport, une nationalité, un passeport pour lui et sa femme pour l'équivalent de presque 400 000 euros ou 300 000 euros au Vanuatu, les anciennes îles Hébrides. De ce coup de colère au Sahara, et pour cause, après tant de souffrances, et d'une façon générale du Hirak, ce qu'il devient, ce qu'il pourrait devenir, ce qu'il faut faire. Nous allons donc commencer par cette déclaration du représentant du Maroc à l'ONU lors d'une rencontre virtuelle par visioconférence des pays non alignés. Nous allons commencer par Dr Mohamed Lamine Chiban. Vous avez eu vent de cette déclaration, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, on est vraiment stupéfait par cette déclaration du représentant marocain. Et sincèrement, c'est désolant. Quand on voit les pays frères marocains et tunisiens qui datent depuis de très longues années, bon, il est vrai qu'il y a un litige entre le Maroc et le Sahara occidental avec le Polisario. Il faudrait laisser acquis de droit pour s'en occuper. Donc c'est l'ONU. Nous n'avons pas à nous impliquer plus que les autres pour éviter justement ce genre de réaction du Maroc. C'était seulement, il voulait donc nous rendre la pièce, la monnaie, voilà. Puisque vous soutenez le Polisario, alors là, on va vous embêter à travers l'autonomie de la Kabylie. Mais croyez-moi, il se trompe, il se met le doigt dans l'œil parce que le peuple algérien est uni. Et le peuple algérien, dans toute sa diversité, Kabyle, Chaoui, Mozabit, Arbi, ils sont tous des frères. Et s'il y a réellement, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, un petit groupuscule égaré qui voudrait faire un petit peu du cinéma, mais croyez-moi, les Kabyles sont là pour leur dire non et 1000 fois non. Voilà. D'ailleurs, ils se sont très largement exprimés aujourd'hui et hier sur les réseaux sociaux d'une façon très forte. C'est les Kabyles, j'entends nos compatriotes Kabyles. Ils ont répondu massivement, et je ne fais pas de langue de bois. Les gens qui n'y croient pas n'ont qu'à aller dans les réseaux sociaux et le constater d'eux-mêmes. Mais est-ce que c'est... Moi, je comprends que, bon, vous soutenez le Polisario, nous allons soutenir vos indépendantistes, mais est-ce que nos deux pays, dans la situation où ils se trouvent, avec une junte en Algérie qui fait feu de tout bois pour essayer d'allumer les feux de la discorde, est-ce qu'il n'est pas en train d'apporter de l'eau au moulin de ceux qui veulent la guerre? Est-ce que ce n'est pas irresponsable? Est-ce que ça ne peut pas se retourner contre le Maroc lui-même demain? On ne lance pas de telles choses impunément. Ça vous revient toujours à la figure. Tout à fait, si j'aime le dire. Quand on voit au Maroc en ce moment, ils sont à presque 10 000 morts suite au Covid. Je ne sais pas ce qu'ils veulent exactement à travers cette réaction. Ils sont soutenus, il est vrai, par certains cercles de l'Occident et certains cercles sionistes. Mais réellement, je ne pense pas que le peuple marocain frère et le peuple algérien vont tomber dans la division et ils vont surpasser ce problème de cette déclaration que nous condamnons réellement et fermement, justement. Mais ils abusent parce que en nous récoltant
le fruit de notre diplomatie. Rappelez-vous, si Jamal el-Din, l'US News World Report, qui dépend de l'université de Pennsylvanie, avait déclaré l'Algérie a perdu tout son prestige et toute son influence sur la scène mondiale. Ça, il faut le reconnaître que nous sommes loin maintenant. L'Algérie est totalement absente. Et là, peut-être qu'il a voulu en profiter, mais je ne pense pas. Je pense qu'Inch'Allah, que le peuple marocain et le peuple algérien vont surpasser cet incident. Mourad Yefsah, sur cette question. Oui, je pense que c'est un faux problème, mais en réalité, derrière, il y a une vraie question. Faux problème parce que ce soit le MAC, que ce soit le Sahara occidental, ce sont des questions qui relèvent des peuples, qui relèvent vraiment de questions donc, à la base. Mais en réalité, ce qui vient de se passer, c'est vraiment l'expression, et je pense que c'est vraiment juste d'aller dans ce sens, c'est l'expression de l'arriération politique des régimes qui sont aussi bien au Maroc qu'en Algérie. C'est-à-dire que quand on arrête des régimes politiques qui sont aussi arriérés, aussi incapables de comprendre leur propre peuple, de comprendre leur propre situation interne pour ensuite lui donner une dimension au niveau de l'État-nation pour qu'effectivement qu'il y ait une certaine, je dirais, symbiose entre la base, c'est-à-dire les peuples, et les superstructures, les institutions. Donc, ce qui vient d'être dit, ça doit nous interpeller. Je pense que les peuples marocains et le peuple algérien sont au-dessus, très au-dessus, que ce soit de la Hamamara, que ce soit de l'autre marocain. Le problème n'est pas... Moi, personnellement, à mon avis, ce qui est intéressant, et avec les cadres organisateurs du Hirak, c'est très important qu'on débatte, qu'on discute justement de cette question-là. Parce que on pose le problème, nous, au niveau de la question de la souveraineté du peuple. Oui, mais la souveraineté du peuple, elle s'exerce. Elle s'exerce en posant de manière claire sur la table les problèmes du peuple algérien et pour les Marocains, les problèmes du peuple marocain. Et bien entendu, en étant capable de transposer notre compréhension totale et complète de la réalité de nos peuples au niveau des institutions, on sera capable après d'édifier un Maghreb de peuples. Parce que sans cela, ça devient de la langue de bois. Parce qu'il y a plein de gens qui parlent, oui, nos peuples, ils sont frères. Le problème n'est pas celui-là. Le problème, ce n'est pas les peuples. Le problème, c'est la capacité des dirigeants politiques, qu'ils soient à l'intérieur du système, qu'ils soient à l'extérieur du système, qu'ils soient capables d'offrir une perspective à ces peuples, justement, à ce que leur compréhension de la nature sociologique, politique, économique, sociale, qu'elle trouve son expression au niveau des institutions, donc au niveau de l'État-nation. Et je pense que c'est important qu'on en parle. Il n'y a pas de pour moi, il n'y a pas de danger, quoi que ce soit. Mais c'est une menace des deux régimes qui sont tous les deux contestés par leur base populaire. C'est une tentative de menacer chacun, bien sûr, dans son coin, par cet affrontement entre les deux États. Hakim. Merci. Oui. D'abord, le Mebda, question de principe. Moi, je le dis, je sais que ce n'est pas directement référence, mais je suis algérien. Je suis issu d'un peuple et je suis d'un peuple qui a vécu 132 ans le colonialisme, 7 ans et demi de guerre avec toutes les pertes que cela a entraîné. Donc, ad vitam aeternam, je soutiendrai personnellement, en tant que citoyen, en tant que militant, les peuples qui se battent pour leur indépendance et leur autodétermination. C'est ensuite, bien évidemment, comme ça a été dit par le docteur Chiben, que je salue, c'est entre les mains de l'ONU.
Cela ne veut pas dire que nous, Algériens ou d'autres peuples, n'ont pas à soutenir. Oui, c'est entre les mains de l'ONU, mais en tant que citoyens, en tant qu'Algériens peut-être encore plus, nous devons d'avoir aussi des positions, individuellement, je parle, individuellement. Ensuite, en référence à au problème de l'heure, moi je le prends au sérieux. Moi, je ne crois pas que ce soit, les velléités ou la volonté propre à ce monsieur de la diplomatie marocaine qui, dans son coin aux États-Unis, a distribué cette feuille sans qu'il lui soit permis, au moins permis, par le Palais Royal. Parlez de la note qui est venue après, parce qu'il y a eu une note qui a été distribuée. Je parle de la note qui a été distribuée. En plus de la déclaration, voilà, il y a eu une note manuscrite qui a été... Enfin, une note dactylographiée. L'indépendance supposée de la Kabylie, etc. C'est de cette note que je parle. Donc, moi, je le prends au sérieux. Non pas ce personnage, mais l'acte en lui-même du régime marocain. Parce que je pense que c'est effectivement lui qui est derrière également cette tentative cette tentative. Et je prends au sérieux parce que vous l'avez dit, vous avez beaucoup dit de choses dans votre introduction tout à l'heure à l'émission. C'est pas pour faire peur aux gens, mais c'est de prendre la réalité telle qu'elle est et telle qu'elle peut nous venir dans la figure. C'est oui, il serait capable d'aller jusqu'à des guerres. Alors peut-être des minuscules guerres, peut-être des petites guerres, et moi ça me fait peur. Et oui, j'ai confiance dans mon peuple, oui, j'ai confiance dans le peuple marocain, mais je sais aussi que les peuples, à travers la manipulation de l'information, à travers la peur de l'extérieur, nous l'avons vécu la guerre des sables quand même, d'autres l'ont vécu juste après l'indépendance avec la guerre des sables. Nous savons aussi pourquoi le régime algérien qui a pris le pouvoir à l'époque a décidé de faire cette guerre. Aussi, ça permettait de faire taire le front interne, des résistances internes à ce qui se mettait en place à l'époque en Algérie. Donc, si ces deux régimes seraient capables, pour se maintenir, autant l'un que l'autre, d'aller fomenter des guerres, et ce qui vient d'arriver ce qui est arrivé avec cette note, comme ce qui est arrivé depuis des mois, comme ce qui arrive depuis des mois, ces derniers mois, dénote d'une vraie tension, et que les faucons, il n'y en a pas qu'à Rabat, il y en a aussi à Alger, qui voudraient bien, d'abord pour les uns et les autres, se répandre par voie militaire, même si je ne pense pas que ce soit demain, mais dans l'absolu, c'est possible. Et que deuxièmement, surtout, la velléité de ces régimes, c'est ça veut dire l'unité et l'unité à l'intérieur, parce que nous sommes attaqués de l'extérieur. Que ce soit pour les Marocains... C'est une très vieille méthode. C'est une très vieille méthode qui ne repose pas que pour les deux régimes dont on est en train de parler. Donc effectivement, je pense qu'il faut prendre au sérieux et surtout ne pas, encore une fois, je le redis, parce qu'on le voit beaucoup, ça a entre autres été abordé par M. Issa, c'est de dire oui, les peuples, ils sont magnifiques, ils sont ceci, ils sont cela. Non, nous pouvons tomber, ils ne seront pas les premiers. Voilà, et nous ne serons malheureusement pas les premiers. Donc, il faut redoubler de pédagogie. Et les responsables politiques et tous ceux qui peuvent avoir l'once d'un poids médiatique, politique ou autre sur les deux rives de la Méditerranée, et y compris sur cette rive de la Méditerranée, en l'occurrence en Europe ou en France, il faut qu'ils redoublent de pédagogie et qu'ils montrent le véritable intérêt des deux peuples. Et le véritable intérêt des deux peuples, ce n'est pas d'aller à la guerre entre eux, mais c'est effectivement de se construire des alternatives, de se battre pour des alternatives, Ensuite, juste très rapidement, si vous me permettez, ce que vous venez de dire, c'est là il faut qu'on sache pourquoi on est en train de... pour le dire brièvement, en ce qui nous concerne en tout cas, sans démocratie, on ne pourra jamais éviter. Et sans une plus grande démocratie chez nos voisins marocains, on ne pourra jamais éviter ce genre de soubresauts et ce genre de danger qui nous guette. Donc il faut aussi travailler à la mise en place d'un nouveau régime et mieux y travailler. Voilà, nous aurons l'occasion d'en parler. Voilà, parce que
En tout cas, il faut prendre au sérieux. Moi, je ne doute pas, bien évidemment, de la Kabylie et des Algériennes et des Algériens qui soient de Kabylie ou les Kabyles d'ailleurs. Après, libre à tout le monde. Si le MAC veut appeler à l'indépendance, c'est son choix. Moi, je ne dirais ni qu'ils sont ridicules, ni qu'ils ne doivent pas le dire, etc. C'est son choix. Je ne suis pas d'accord. Je me battrai contre ce choix. Mais il a également le droit de le dire et de le dire et de le dire de manière, avec la parole et de manière pacifique. Ce n'est pas être un terroriste comme ça a été décidé en l'occurrence par l'État algérien. Voilà, donc il faut appeler au calme, il faut bien évidemment faire attention à la manipulation de nos gouvernants et de nos régimes et appeler au calme et à la pondération dans les propos les uns vis-à-vis des autres, et que ce soit les Marocains ou les Algériens et les Marocains et Algériens, parce qu'il y en a, il faut qu'on fasse le travail de pédagogie du matin au soir. Voilà, je rappelle juste que ces deux régimes ont des points de ressemblance énormes. Ils ont tous les deux des détenus d'opinion, dus d'ailleurs au Hirak Rif, et le Rif c'est le Maroc, et au Hirak en Algérie. Ils ont tous les deux des journalistes dans les prisons. Donc voilà, sachons nous unir entre nous et nous mobiliser pour d'autres perspectives que d'avoir des régimes comme les nôtres aujourd'hui en Afrique du Nord. Alors, nous allons passer au sujet suivant, celui du Covid, qui revient en force. Docteur Mohamed Lamine Chiben, je vous laisse nous dire ce qu'il en est. Oui, si Jamal Eddine, il est vrai que cette pandémie, les bilans des décès augmentent tous les jours, et les contaminations aussi. Alors, ce variant Delta, qui est le variant indien, nous fait peur par rapport au variant britannique, le variant Alpha. Est-ce que vous savez que dans le monde, jusqu'à maintenant, nous sommes à plus de 4 millions de décès. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est qu'un variant? Un variant, c'est donc il y avait la souche initiale, le SARS-CoV-2, et puis donc il a muté. Il a muté à cause des vaccins pour contourner? Probablement. Alors certains scientifiques parlent justement d'une probable des vaccinations, comme il mute, comme le variant, pour la grippe. Mais là, le variant indien, le variant Delta est vraiment très contagieux et il peut tuer donc rapidement. Sincèrement, tous nos hôpitaux sont asphyxiés. Les services de réanimation sont complets. Les malades. Alors d'abord le nombre de personnes atteintes chaque jour, si tant est que vous pouvez avoir des chiffres dans cette confusion et dans cette opacité. Oui, mon ami Jamaldine, chez nous en Algérie, aujourd'hui nous sommes à 12 décès. Et nous sommes à 1107, nous avons dépassé le cap de 1000 contaminés par jour. C'est vraiment, en espace d'une semaine, 10 jours, la courbe, elle ne fait que monter. Donc, quand on se compare aussi avec les Marocains, c'est la même chose. Hein. Ils sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont à 9436 décès. Donc bon, ça c'est les chiffres que nous donnent les autorités sanitaires. Hein. Les autorités sanitaires parlent qui reste très discutable, très. Mais sinon, pourtant les Marocains ont beaucoup vacciné. On parle de plus de 10 millions de vaccinations ou plus peut-être. Je n'ai pas le chiffre. C'est ça, 10 millions de vaccinations pour la première dose. Ils sont à 8 ou 9 pour les deux doses. Et en Algérie nous, on n'est même pas classés. L'OMS ما حطوناش خلاص. Jusqu'au mois de juillet, ما عندناش même pas 1%. Maintenant, il est vrai que, alhamdoulilah, depuis cette semaine, nous avons reçu un lot assez important de vaccins. Et là, donc, ça commence à bouger. Et pas plus tard que le vendredi, في مسجد دار الأرقم, le Cheikh Ahmed Tahnoun,
il y avait vraiment un record, un engouement. Les Moussallines qui sont sortis de la mosquée pour aller se faire vacciner. Donc on sent le danger. Le citoyen maintenant algérien commence à sentir, parce que est-ce que vous savez que l'Algérie, jusqu'au début juillet, n'avait pas donné le nombre exact de vaccinés. Et parce qu'ils ont honte de le donner tellement il est bas. Tout à fait, tellement tout simplement. Donc, voilà, mais maintenant, alhamdoulilah, on commence à respirer. Et là, j'espère que le citoyen algérien va respecter ces mesures de barrière. Ce qui ne semble pas être le cas du tout quand on voit les marchés talés de automobilettes. Tout à fait, parce que nous restons têtus, de nature, têtus, on voit les morts tous les jours. Est-ce que vous savez que nous avons 47 cas sous soins intensifs? En parlant de 12 décès aujourd'hui, mais 47 et donc si on parle de 12 décès par jour, ça c'est juste le chiffre officiel, mais tu peux aller encore tripler, quadrupler, parce que tous ne font pas le PCR. Donc tous les chiffres que nous donnent les autorités sanitaires, ce sont les chiffres qui sont déclarés plus à travers le PCR ou les tests antigéniques. Donc il est vrai que nous sommes dans une situation vraiment très alarmante. Ce rebond de contamination soudain, il est vraiment soudain et rapide de la pandémie. Un bilan qui dépasse pratiquement 1000 cas par jour, c'est une évolution importante et qui nous fait peur. Et quelle est la situation des hôpitaux? Comment ça se passe? Quelles sont les capacités? Est-ce qu'elles sont saturées? Quels sont les moyens mis à la disposition des médecins? Est-ce qu'ils sont en mesure de pouvoir faire face à ce rebond, comme vous dites? Les médecins font de leur mieux. Parce que vous savez que durant cette semaine, nous avons perdu 9 médecins. Une semaine? En une semaine? في هذا الأسبوع هذا فقدنا 9 من الأطباء من أخيار الأطباء على مستوى الوطن. Et nous sommes pratiquement, nous frôlons les 200 médecins depuis le début de la pandémie. Les médecins font de leur mieux. Les infirmiers font de leur mieux. Mais est-ce qu'ils ont les moyens? Est-ce qu'on les dote des moyens nécessaires? Les moyens sont disponibles. Même la production d'oxygène médical, elle a augmenté, elle a même doublé. Mais si Jamal Eddine, quand on a 3 unités de production d'oxygène, nous sommes passés à 5 unités. Mais le problème qui se pose, ce sont les canalisations au niveau des hôpitaux. Une fois vous avez l'arrivée de l'oxygène au niveau de l'hôpital, les canalisations qui vont dispatcher cet oxygène à travers tous les services, ces canalisations sont vétustes, bouchées, qui met les canalisations d'eau dans les rues. Et là, c'est ce qui pousse à ce que, justement, l'oxygène reste insuffisant. Et puis, le meilleur exemple, c'était le Bakhlili Rabbi Rahmou, les fqadnah par manque d'oxygène. Voilà. Et puis, sans compter les coupures d'électricité et sans compter les coupures d'eau, alors là, c'est un tout qui fait que nous sommes dans un mauvais pétrin, cher ami Jamal Eddine. C'est incroyable quand vous nous parlez de canalisation pour acheminer l'oxygène dans les hôpitaux et quand on sait que la plupart des hôpitaux datent de l'époque coloniale, il y a de quoi s'inquiéter, en effet. Tout à fait. Et là, le meilleur exemple que je vous donne, c'est l'hôpital de Kouba, par exemple, le CHU Kouba, l'hôpital de Kouba. Lui, il a compris dès le départ, le directeur ou la directrice de cet hôpital, cet établissement hospitalier, et il a fermé l'hôpital durant 1 mois. Il a refait toutes les canalisations. Alhamdoulilah, ça marche très bien, à merveille à Kouba. Donc, on a été pris de court. C'est un tout. Vous savez, le problème de Fibladena, c'est un tout. C'est comme dans le tourisme. C'est comme dans le tourisme, c'est Jamal Eddine. Il ne suffit pas de créer des hôtels Sheraton, Hilton, quand vous avez un taxieur qui vous reçoit mal, quand vous avez un policier à la face qui vous reçoit très mal. C'est un tout pour le tourisme. Absolument, absolument, voilà. Absolument. Restez avec nous, Dr Mohamed Lamine Chibane. Mourad Yafsah, sur ce rebond, comme le dit Dr Mohamed Lamine Chibane, du Covid, c'est une véritable flambée
D'un coup, il passe à plus de 1000, il passe le cap de 1000, une douzaine de morts au moins parmi ceux qui sont déclarés, on imagine que c'est beaucoup plus. Et très franchement, un incivisme sanitaire hurlant. Quasiment, moi, ici en France, je vois tout le monde en masque, alors que ce n'est plus une obligation. Exactement. On ne porte les masques que dans les bus. Mais là, les gens continuent de porter les masques alors que ce n'est même pas obligatoire. Je pense qu'il y a deux niveaux. Il y a premièrement, nous sommes bien dans le cadre d'une pandémie. Ça a été expliqué que c'est quelque chose quand même qui est sur le long terme. Et donc des mesures sur le long terme, des mesures donc d'organisation, des mesures de protection, que ce soit au niveau de la propreté, donc se laver avec bien sûr donc du savon, de l'eau, etc. Mais aussi donc quand on se déplace avec d'autres produits. Il y a le masque, c'est quelque chose que normalement c'est acquis, et on doit être normalement capable de produire en Algérie. On ne se serre pas la main, etc. Voilà, donc toutes ces mesures, normalement, c'est des choses qui relèvent des institutions. C'est-à-dire que là, ce qu'on constate en France, partout on passe au niveau des institutions, qu'elles soient publiques ou privées, elles maintiennent cette rigueur, oui. Partout. Oui. Là où je travaille, j'arrive le matin au boulot, donc dès le rez-de-chaussée, je me présente, on me donne pour la journée deux masques. On t'oblige à utiliser les 2 masques, un masque le matin, un masque l'après-midi. Donc tu viens avec ton propre masque, tu le jettes, dès que tu arrives, tu le jettes et c'est pour tout le monde, Tu passes à un endroit où tu vas te laver les mains et ensuite tu montes dans le bureau. Et le soir, la même chose. Et dans toutes les administrations, dans toutes les institutions, qu'elles soient publiques ou privées, donc elles respectent déjà ce protocole. Donc déjà au niveau des institutions, avant de parler des individus. Après, les individus, quand ils sont dans un climat, dans un environnement où partout les institutions lui rappellent le processus qu'il faut suivre, la procédure de prévention qu'il faut suivre, il va appliquer. Et ça, de façon informelle et de façon légale, j'allais dire l'amende. Bien sûr. D'abord, on vous rappelle tout le temps par les pancartes, par les discours, par les micros, que vous devez respecter. Mais si jamais on vous attrape, vous payez très cher. Mais en plus de ça, on met les moyens. Oui, moi, je vous dis, dans mon boulot, donc là où je travaille, j'arrive le matin, j'arrive avec un masque, je le jette, j'ai 2 masques pour la journée. Et à chaque étage, tous les 20 mètres, il y a bien sûr une bouteille avec donc des produits pour se laver les mains, etc. Donc il y a déjà les moyens. Oui. Il y a les moyens, il y a les personnels, il y a donc les indications avec des pancartes, etc. Donc il y a et le vaccin, à tel point que maintenant ils courent après les gens pour les faire vacciner, et pire encore, ils veulent les obliger par la loi à se faire vacciner. Et puis il y a aussi cette information, c'est très important. Donc c'est le deuxième niveau, à mon avis, et c'est là que aussi chez nous, donc les institutions ne suivent pas, donc au niveau du respect de la procédure, donc que ce soit la mise à disposition des moyens que de l'information. Le deuxième niveau, c'est au niveau de l'information. Ici, on sait, et les gens en général font confiance parce que les informations, elles sont fiables. C'est-à-dire que c'est des statistiques qui sont données par les organismes à la base qui recueillent de l'information, que ce soit au niveau donc, des hôpitaux, des cliniques, etc., et qui sont remontées avec quelque chose de très sérieusement. Très sérieusement, donc on sait exactement mesurer. Oui. Donc, et quand on mesure et qu'on a la mesure, on est capable de traiter. Absolument. Donc ça c'est une première règle dans les systèmes, hein, dans la maintenance des systèmes. Quel qu'il soit. Donc, dans ce cas-là, c'est le système de santé. Chez nous, les systèmes de mesure ne sont pas fiables. Ce qui fait qu'on nous dit, le docteur Lamine nous parle donc, de 12 décès aujourd'hui, 1000 sont contaminés, 47 sous traitement intensif, etc. Bon, d'accord, c'est des chiffres. Mais combien d'Algériens ils font confiance à ces chiffres ? Quasiment personne. Donc, et ce qui fait qu'à partir même les responsables eux-mêmes qui donnent ces chiffres, ils ne les croient pas. Donc, à partir du moment où il y a un doute sur l'information,
Et c'est là que commence effectivement la négligence au niveau de la rigueur du respect de la procédure. Et puis comme vous le dites si bien, quand on n'a pas les données de base, on ne peut pas faire de prévision, on ne peut pas faire de projection, on ne peut pas mettre les moyens en adéquation. Donc ça coule de source. La troisième chose, c'est que ça fait maintenant plus d'une année que ça dure. Et je pense qu'au niveau des hauts responsables, normalement, il y a aussi derrière cette pandémie, pour un pays comme le nôtre, où il y a une main-d'œuvre. C'est-à-dire que, parce que fabriquer donc des masques en France, du fait donc du coût de la main-d'œuvre, ça doit coûter dans les 1 euro le masque, alors que chez nous, ça va coûter 0,05 centimes. Donc ça peut être une opportunité pour créer de l'emploi, mais c'est à condition que les institutions au plus haut niveau donc saisissent cette opportunité et prennent à bras-le-corps cette question donc du début jusqu'à la fin. C'est le cas, par exemple, de la Chine, qui en a fait une véritable industrie. Par exemple. L'industrie du Covid. Exactement. Ouais. Donc, une industrie, on a tout ce qu'il faut pour produire les éléments de base pour donc les utiliser au niveau donc de cette procédure de protection. Et ça, on ne le voit pas, bien au contraire. Tout à l'heure, on va parler donc des problèmes de chômage, etc. Bah, c'est lié. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, encore une fois, je reviens sur cette arriération du niveau donc des régimes politiques, je dirais des dirigeants donc des superstructures qui sont incapables de penser un problème du début jusqu'à la fin. C'est des médiocraties. Et produire, voilà, donc c'est incapable de produire du mérite. Voilà, donc ce n'est pas possible. Systémiquement. Oui, je pense qu'il y a réellement, je dirais, une faille qui est énorme. Et à chaque niveau, quand on analyse, et sérieusement, c'est pas parce que je suis contre ce système. Mais contre ce régime, objectivement, si le régime traite une question de manière convenable, je suis capable donc de reconnaître qu'il la traite convenablement. Il va falloir attendre longtemps. Mais le problème, c'est que effectivement, il y a une seule chose qui traite convenablement, c'est la répression. C'est la répression. C'est malheureux de le dire. C'est malheureux. Mais donc toutes nos pensées à nos compatriotes, à nos camarades militants qui sont détenus. Nous allons en parler. Et qui sont convoqués tous les jours par... Hakim. Que voulez-vous rajouter de plus à ce qui vient d'être dit? Voilà, tant par le docteur sur place qu'un peu que par l'ami Ifsah. Voilà, en tout cas, moi, il y a une chose, donc je ne vais pas en rajouter ce qui a été dit, et ça a été clairement dit. J'aime pas faire dans la répétition, voilà, parce que j'allais dire à peu près la même chose, mais quoi qu'il en soit, moi, je me refuse de dire que c'est la responsabilité ou la faute du peuple. Voilà, comme ça vient d'être dit. Mais est-ce que ce n'est pas... Il y a une responsabilité. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un peu de populisme Annie Djayek, justement, il y a une responsabilité. Il y a une responsabilité de tout un chacun, bien évidemment. Je pense que les uns et les autres... il y en a qui sont des, excusez-moi ce terme, mais des brebis galeuses. Il y en a plus d'un, oui, bien évidemment. Je ne suis pas en train de dire que le peuple est parfait, etc. Mais le peuple suit ces institutions, comme ça a été dit, ses dirigeants et les politiques qui sont mises en place. Voilà, et les politiques qui sont mises en place. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est pas encore une fois pareil, hein, c'est pas pour critiquer parce que l'heure est très grave, pour critiquer, pour le plaisir de critiquer, mais on a vu depuis 2 ans, depuis cette pandémie, moi je suis arrivé en France que depuis le mois de janvier, donc j'ai vu sur place comment ils géraient les choses depuis 1 an et demi qu'avait commencé cette pandémie. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de cap, il n'y a pas de politique claire, il n'y a pas de stratégie. C'est pratiquement, à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau, c'est à la va-vite, c'est à l'urgence. C'est pas comme ça qu'on peut en sortir. On vient de donner l'exemple, non pas que ce soit un exemple sur tout, loin de là, mais l'exemple sur cette pandémie, de la manière dont on gère les choses en France ou en Europe, il y a une politique stricte, il y a de l'information, il y a de la sensibilisation, il y a les moyens qui sont donnés, même si ces moyens manquent encore pour tout le monde, mais il y a des moyens. Ce n'est malheureusement pas le cas en Algérie, et que cela soit, comme ça a été dit tout à l'heure, que cela soit
pour le vaccin, ou pour l'eau, ou pour les routes, ou pour le reste. Voilà. Donc, c'est la médiocratie, comme vous l'avez dit, dirigée par une médiocratie. Et donc, on ne peut pas espérer autre chose, malheureusement, que ce qui est en train d'arriver. Et franchement, j'en profite pour dire toute ma solidarité, notre soutien au peuple algérien, et au peuple tunisien, et au peuple marocain, qui en ce moment vivent des heures particulièrement difficiles, dues en plus à ce virus, en plus des autres virus politiques. Alors, un dernier commentaire sur ce sujet, Mohamed Lamine Chiban, avant de passer au suivant. Oui, justement, en matière de vaccination, je voulais juste vous informer qu'il est vrai qu'au début, c'était vraiment une gestion politique du Covid. Hein. Il y avait un manque de clarté, manque de transparence. Et, ça, il fallait être très clair au départ avec le peuple algérien pour le sensibiliser. Bon, cette gestion politique, tout va bien, Madame la Marquise, c'est ce qui a poussé justement, comme l'a si bien dit votre invité, il y a un petit peu un relâchement. Et c'est ce relâchement justement qui, donc, on revient à dire que c'est une double responsabilité, la responsabilité des autorités. Et ne bougez pas, on fait tout. Voilà, les années 60, hein, les années boumediennes, c'est ça. C'est ça, cette politique, ne bougez pas, on fait tout, comme l'herbeh. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien, si jamais le oui, alors qu'il y avait pas de travail. Bon. Oui. Bon, maintenant, là, alhamdoulilah, il y a un espoir, puisque Faïdal Constantine a signé un contrat avec un groupe chinois pour la production du vaccin Sinovac et Sputnik pour l'équivalent de 2,5 millions de doses par mois. Et là, c'est un espoir pour le peuple algérien. Inch'Allah, ce projet demeure une simple annonce. Hein. Mazel, il n'y a pas le concret. Oui. Est-ce que Faïdal Constantine concrétisera-t-elle cette ambition projet? Là, reste la question est posée. Mais de là, ce que nous pouvons dire, si jamais le din, c'est qu'il faut être très prudent, très vigilant. La situation elle est vraiment très dangereuse. Est-ce que vous savez, le variant Delta Hada, quand une personne est contaminée, elle peut contaminer 8 à la berba. Par rapport à la souche initiale, au début de la pandémie, où chaque personne pouvait contaminer 3 personnes. Eh bien 8. Donc il est vrai que moi je connais des familles où 5, 6. Je peux vous dire, au niveau des laboratoires, sur 10 personnes qui se présentent pour faire le test antigénique, 8 sont positifs. Hakim Haddad est en train de confirmer, pour ceux qui sont de sa famille, c'est ça, Hakim? Tous. C'est un virus très véloce. Un décès il y a une quinzaine de jours de la grand-mère. Ouais. Ah, Rabbi Rahma, toutes nos condoléances. Comme ce que vient d'être dit. Alors, nous allons passer au sujet du Sahara, du sud algérien. Je vous laisse la parole, Mohamed Lamine Chiban. Donc, une flambée. Ce n'est pas de la contestation politique à proprement dire dans le droit fil du Hirak, mais c'est tout comme nos compatriotes du Sud sont en train d'exprimer leur mécontentement, leur ras-le-bol. Ils sont fatigués d'être pris pour des pigeons, des sous-citoyens, des citoyens de seconde zone, ni boulot, ni logement, ni route digne de ce nom, ni structure, université, école, lycée, sanitaire, ni hôpitaux. C'est réellement une catastrophe, alors que le pétrole vient de cette région. La seule ressource algérienne vient de cette région qui est totalement laissée à l'abandon pour ce qui est de ses populations. Mohamed Lamine Chiban. Tout à fait. Nos frères qui se trouvent au sud, c'est le ras-le-bol. Et là, ils expriment leur mécontentement parce que ils veulent la disparition de la corruption à tous les niveaux. Le trafic d'influence, les détournements des biens publics, la mauvaise gestion, et puis surtout quand vous voyez les médias inféodés, les médias soumis qui se taisent au lieu de montrer ce ras-le-bol de cette jeunesse. Pourquoi cacher? Pourquoi ne pas dire toute la vérité et montrer, ouvrir les médias aux opposants?
Et là, les décideurs doivent accepter les aspirations de ce mouvement. Quand je dis les décideurs, ceux qui dirigent réellement ce pays, ils doivent prendre, parce que c'est une traînée de feu, là. Wordla, Wedsouf, Tougourt, واش راح يديروا هاد les députés donc تاع الأحرار, les députés qui se disent ahrar, comment vont-ils parler à ces jeunes désœuvrés qui n'ont pas de quoi. Et là, justement, les décideurs doivent vraiment, c'est une sonnette d'alarme, les décideurs doivent vraiment réfléchir et trouver une solution rapidement. Ou كفانا من la politique تاع l'autruche, تاع الكذوبات, تاع روحو va venir, نجيبوا هذه. Non, il est vrai que maintenant il faut vraiment tenir le taureau par les cornes, et le gouvernement doit vraiment ouvrir les médias. C'est pas comme l'a dit votre invité. Il faut ouvrir les médias aux opposants, laisser les gens parler librement. C'est ça la démocratie. C'est à travers la démocratie que notre pays va avancer. C'est à travers le dialogue. C'est pas à travers la répression, à travers les emprisonnements. 60 000 détenus par le général sanguinaire Sisi. Est-ce que c'est une solution d'emprisonner comme ça autant de personnes? Donc nous sommes à 300 prisonniers. Et nous allons revenir à ce sujet des détenus dans notre prochain tour de micro. Restez avec nous. Vous allez être coupé et rappelé par la régie parce qu'il y a un souci au niveau technique. Mourad Ifsah, donc au sud, ça commence à bouger très sérieusement. Le Front social est en train de se réveiller un peu partout. Les problèmes d'eau, les problèmes d'emploi, les problèmes de chaleur sans aucune prise en charge publique. C'est la canicule. Dans certains endroits, il fait 50 degrés à l'ombre. Et ça ne fait que commencer parce qu'avec l'assèchement des réserves de change qui permettaient un peu de compenser le manque à gagner, là, ils vont avoir un gros problème pour continuer d'acheter la paix sociale. Ils n'en ont plus les moyens et ça va, comme on dit chez nous, ça va rouler sur la jante. Mourad Ifsah. Je pense qu'on a étudié dans notre comité de citoyens algériens en France la loi de finances 2021 et on avait constaté qu'effectivement des secteurs les plus importants, donc qui normalement doivent être vraiment très bien dotés pour que justement produire, créer de l'emploi et donc créer des richesses et donc faire face aux besoins de la population. Eh ben, ces secteurs ont été complètement marginalisés. Bien au contraire, y compris par rapport aux précédentes lois de finances. Ils ont fait, je dirais, entre guillemets, de l'austérité pour justement diminuer le déficit budgétaire en diminuant donc du budget donc de ces secteurs, que ce soit donc l'industrie, que ce soit la santé, que ce soit la partie l'agriculture, etc. Donc ces trois. Et l'armée Non. Alors l'armée, par contre, c'est déjà ce qui est visible. Déjà, il y a une augmentation par rapport aux années précédentes. Je crois que c'est autour de l'équivalent de 12 à 15 milliards de dollars, quelque chose comme ça. Donc c'est énorme. Pour le citer, on a comparé, alors je parle de mémoire, hein, le budget du ministère des anciens combattants, ouais. Il est supérieur à celui de l'industrie. Ouais. On est à combien d'années de l'indépendance, hein, c'est pas bon. Bien entendu, avec tout le respect et toute la considération que nous devons aux anciens maquisards, hein, c'est pas ça. Mais je ne pense pas qu'ils ont fait une révolution pour que l'État algérien puisse leur réserver un budget pour eux. C'est autre chose. Ils sont sacrifiés pour édifier un État, une nation indépendante, souveraine. Donc c'est ça le. Donc sur ce qui se passe dans le Sud, je pense qu'on est là dans une situation où on observe le maillon le plus faible dans la chaîne Algérie, qui vient d'éclater. Parce que le Sud, ça fait longtemps déjà.
on sait, c'est l'un des premiers mouvements de contestation sur le chômeurs de des chômages, etc. C'est là-bas qu'il a vraiment, c'est là où il y a des comités un peu partout. Mais là où il y a eu vraiment une forte expression, c'était là-bas. Et là, on vient de voir effectivement, c'est pas seulement une contestation, ce n'est pas, non, il y a quelque chose de nouveau qui vient de se passer. Qualitativement, par rapport à avant, c'est autre chose qui est en train de se passer. C'est plus qu'un mouvement social? C'est plus qu'un mouvement social, c'est plus qu'un mouvement, je dirais, économique, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Il y a une conjonction d'éléments qui font que on voit que nos compatriotes du Sud sont en train d'exprimer d'une certaine manière un niveau de conscience politique qui vient aussi rejoindre le Hirak, mais sur un autre terrain. C'est vrai que c'est aussi le produit de ça. Ça veut dire qu'ils ont aussi observé, je pense qu'ils ont aussi interagi, donc à leur manière avec le Hirak. Et aujourd'hui, cette interaction donc, de nos compatriotes du Sud avec le Hirak, eh ben, ça donne cette forme de contestation qui n'est pas, c'est pas une révolte. Ça reste à la limite, c'est-à-dire que malgré la dureté donc de la chaleur, la dureté donc des privations, la dureté donc du chômage, etc. La très forte présence militaire. Eh ben malgré ça, mais on voit là l'expression de quelque chose de nouveau. Je pense qu'il faut qu'on regarde un peu plus en détail, mais on est en train d'aller vers certainement donc dans les autres régions, ça va, c'est la même chaîne. L'Algérie est la même. Ceux qui disent que c'est pas la même chose, ils se trompent. L'Algérie est exactement la même. Il y a la même conscience politique. Il y a peut-être des niveaux d'organisation et d'expérience de lutte qui sont différentes, bien sûr, mais avec l'un des éléments les plus positifs du Hirak, donc de ce processus révolutionnaire, c'est justement cette interaction entre les militants des différentes régions. Et moi, je vois effectivement vraiment de manière très positive le fait qu'il y a eu des rencontres à Kharata, qu'il y a des militants qui partent d'autres wilayas, qui vont vers Alger, qui vont vers Tizi, qui vont vers d'autres régions, vers Constantine ou vers Oran, etc. C'est une très bonne chose parce que là, il y a je dirais une harmonisation et un certain bénéfice d'expérience des uns et des autres. Il y a cet échange-là qui est en train de se faire. Et je pense une circulation des idées. La circulation des idées et surtout, il y a ce dialogue. Il y a cette soif donc, de dialoguer des militants de différentes régions et de différents courants politiques. Hein. C'est pas ceux qui disent certaines choses. Je pense qu'ils ont tort. Il faut que les dirigeants politiques, les militants politiques échangent sur les thèmes et sur les positions des uns et des autres, sans aucune... C'est-à-dire qu'en toute fraternité, en toute sérénité, mais avec la rigueur. Oui, la rigueur qu'il faut. Il y en a un qui a des positions politiques, culturelles, idéologiques dans un domaine économique, etc., qui les débattent avec un autre. Mais effectivement, dans le cadre du respect de l'autre, démocratiquement, sereinement, etc. Je pense que c'est ce qui se passe dans le Sud. Je pense qu'il y a une expérience qui est en train d'avoir lieu sous nos yeux. Je pense que c'est intéressant de regarder comment ça se passe, comment les noyaux d'organisation qui sont en train de se mettre en place. Et je pense que c'est une... Très intéressant, en effet. Très intéressant. Hakim. Le Sud, aussi important que tout le reste des sujets. Moi, je connais bien le Sud, je connais bien ses mouvements, l'ensemble du Sud, d'abord par ma profession, un peu dans le tourisme, et également pour mes déplacements militants, que ce soit avec le RAJ ou d'autres, et en particulier ces 10 dernières années. Il y a vraiment énormément de leçons qu'on devrait, nous, gens du Nord, prendre du Sud de manière générale,
du Sud de manière générale, vraiment, y compris dans ce que vous venez de dire, en l'occurrence les modes d'organisation. D'abord, première chose, ça a été dit, mais il faut le préciser et le dire et le redire aux téléspectateurs de Maghrébia et en particulier Chamal dans le Nord, c'est pas un début ce qui est en train de se passer. Depuis au moins 2010, le premier mouvement qui a donné le Millionia, comme on l'avait appelé, en mars 2010. Ça veut dire un rassemblement qui se voulait avec 1 million de personnes. Et qui, ça a été rappelé, c'était le comité national des chômeurs. C'était quand il avait commencé, effectivement, à Ouergla, avant qu'il puisse... Il y a eu Ain Saleh, gaz de schiste. Justement, avant qu'il puisse s'étendre, je parle du comité des chômeurs, à travers plein d'autres villes du pays. Donc il avait commencé à Ouergla, et moi, dès 2010, j'ai passé ma Ramadan, etc. Donc c'est pas nouveau. Deux, la Selmiya. La Selmiya, nous l'avons connue en 2019, Chamal, dans le Nord. Eux, c'est la Selmiya tout le temps. Tout le temps, la Selmiya dans le Sud, quoi qu'il puisse se passer comme mouvement. Alors, effectivement, il y a des altercations, mais ça peut malheureusement, comme c'est le cas de ces derniers jours, mais ça arrive à force que les jeunes soient c'est pas pardonnable, mais ça arrive qu'ils soient provoqués, qu'ils soient réprimés, qu'ils soient, etc., etc. Ça a été le cas au Mzab. Entre autres choses, et comme pareil, le Mzab, mais dans une région bien précise de la wilaya de Ghardaya. Donc, ce qui se passe, il faut vraiment le rappeler, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas aujourd'hui les gens du Sud, les jeunes du Sud en particulier, femmes et hommes, il faut le préciser, qui se lèvent comme ça pour remettre en cause. Deuxième chose, oui, je voulais insister sur le mode d'organisation. Ils sont largement mieux organisés par quartier, par ville, et très, très, très bien informés. Très, très bien informés. Souvent, les gens, il faut dire la réalité, le Nord, ouais, le Sud, etc. Non. Oui, dans les conditions de vie, etc. Mais ils ont Internet. Et moi, je l'ai découvert, et j'en arrive à ce que vous disiez, quand il y a eu le mouvement de schiste contre le gaz de schiste, je suis descendu très, très vite à Ain Saleh. J'ai vu comment les gens étaient organisés et comment les gens maîtrisaient le sujet dont ils étaient en train de parler. Je parle des personnes âgées et je parle des jeunes. Je parle des hommes et je parle des femmes qui occupaient la place Meydan al-Muqawama ou le Tahrir fi Ain Saleh. Donc, et vraiment, ils maîtrisaient quoi. Ils maîtrisaient, ils avaient en leur sein des gens qui étaient partis à l'étranger, qui avaient fait des études, il y a également Internet, etc. Donc ce sont ces madrasas. Franchement, pour moi, on devrait beaucoup prendre exemple, regarder, savoir. Il faut savoir pas comment regarder par ailleurs, parce que maintenant l'information a du mal à être distillée, à part par les réseaux sociaux. Mais on a vraiment beaucoup à apprendre sur les modes d'organisation. Ensuite, et de savoir que eux, par rapport éventuellement, j'espère pas, mais une dégradation de la situation sécuritaire là-bas sur place, mais que la Selmiya, eux, ils ont marché avec bien plus tôt que nous dans le Nord. Ensuite, sur la question du mouvement en lui-même, donc c'est des revendications, moi j'ai vu, hein, franchement, enfin je dis pas que je suis le seul, mais vraiment c'est, quand vous parlez de Ouergla, il faut se déplacer 80 km plus loin, c'est Hassim Saoud, les gens vivent le qar. Mais vraiment. Et j'y suis pas allé en janvier exprès, je suis allé aussi l'été pour voir les conditions, etc. Mais vraiment, ils vivent à quelques centaines de mètres des puits de pétrole, je vous assure, je ne joue pas sur les mots, à quelques centaines de mètres, ils vivent, mais ce qui attire beaucoup la chaleur, le zinc. La tôle, voilà, la tôle. Voilà. Et ils vivent là-dedans. Voilà. Donc, alors n'en parlons pas du travail pour les jeunes, ne parlons pas des formations, etc. Non pas qu'il n'y a pas de travail, mais la répartition, ça aussi on pourrait en parler, la répartition du travail en particulier autour des compagnies pétrolières est de manière très très illégale, très inégale entre les gens du Nord et les gens du Sud. On trouve beaucoup plus de gens du Nord, même si c'est leur pays, j'ai pas de problème, qui travaillent par exemple dans la restauration, qui travaillent dans le transport, etc., dans le Sud,
que des gens du Sud eux-mêmes. Voilà. Donc, donc c'est un mouvement social, d'accord. Mais aussi, il exprime de la politique. Il exprime de la politique parce que qu'est-ce que remettent en cause ces gens-là et qu'est-ce que remettent en cause pas ces jeunes-là en particulier, c'est l'inconséquence des politiques qui ont été mises en place. Donc ils ont fait le Hirak, le Sud a fait le Hirak, le Sud n'a pas pris ses distances des marches du vendredi, etc. Il a fait le Hirak et aujourd'hui il est en train c'est une continuité, tout simplement. Permettez-moi de continuer parce que je voudrais attirer l'attention sur quelque chose qui me paraît, c'est peut-être un peu, risque de peut-être faire polémique, mais il faut voir la réalité en face. Comme sur l'histoire du Maroc, les guerres sont possibles avec le Maroc. Donc ils sont en train de mettre le doigt sur une question très politique et c'est une continuité, à mon avis, du Hirak. C'est l'inconséquence des politiques des gouvernants. Ça veut dire voilà ce que ça veut dire. Et ça, c'est politique. Donc, il faut faire attention. Là également, il faut être très pédagogue parce qu'il y a des velléités de séparer entre le Nord et le Sud, comme il y a des velléités de séparer entre les Marocains et les Algériens. Il y a des velléités de jouer la division, etc. Et moi, je vous le dis franchement, il y a quelque chose qui, pas d'aujourd'hui, hein, et j'espère que j'ai tort, mais qui a été aussi pointé par d'autres personnes. Jusqu'à quand ils sabrent, les gens du Sud? Jusqu'à quand cette patience? Jusqu'à quand cette patience? Et déjà en 2010-2012, même si on n'aime pas en parler, je peux comprendre qu'on puisse ne pas aimer en parler, mais il y a des gens qui disent « Nous, on vous donne tout ». C'est dans une des banderoles sur le pétrole, le gaz, on n'a rien du tout. Voilà, c'est une des banderoles qui passe sur... Voilà, et ils disent « Peut-être que nous aussi, on devrait... » Je ne parle pas d'une majorité, je ne parle pas d'un grand pan dans la société, mais dans les têtes des gens et surtout de quelques pans de jeunes, ça existe, l'idée, oui, effectivement, d'être autonome de l'Algérie. Voilà, absolument. Il faut dire on aura tout fait pour ça en tout cas. Voilà, les autorités, dans leur aveuglement et dans leur parcours de ces politiques aveugles, sont en train aussi, participent aussi, que ce soit en Kabylie ou que ce soit y compris dans le Sud, en train de mener des pans de jeunes vers cette idée qui, j'espère, disparaîtra rapidement d'indépendantisme. Donc il faut faire très très attention et au lieu de leur jeter l'anathème, il faut aller à leur rencontre et il faut les soutenir. Et même si effectivement par les temps qui courent, malheureusement ça sort de la Selmiya qui nous est très chère, il faut quand même savoir avoir raison garder et les soutenir dans leurs revendications et les incorporer dans nos préoccupations quotidiennes. Le Sud fait partie de l'ensemble de l'Algérie et il est fondamental que cela continue. Et il faut comprendre leur patience, comme vous dites. Ça fait 60 ans qu'ils attendent d'être considérés comme des citoyens à part entière. 60 ans dans une région enclavée où les distances sont énormes entre ville et ville ou village et village, c'est 300, 400 000 kilomètres au moins, et sans eau, sans électricité, sans climatisation, sans moyens de vie, vraiment. Pas de magasin, pas de... Vous imaginez la région qui... Je pense, excuse-moi, hein, je pense qu'il y a vraiment, c'est vrai, du point de vue donc d'ailleurs tous les régimes hein, qui se sont succédés depuis l'indépendance, qui ont traité de manière criminelle cette région du fait qu'ils la considèrent comme la wilaya de Adrar hein, ou de Ouargla, comme si c'était la wilaya de Blida. Donc moi, la première fois quand je suis parti dans le sud, et j'ai vu qu'entre deux villes, il y a 600 kilomètres d'une ville à une autre. Il y a des gens qui sont en manifestation permanente parce qu'on les a rattachés à une wilaya dont le chef-lieu est à 800 kilomètres. Mais quand j'avais découvert ça, j'avais fait un plan de déplacement. Je suis parti d'une carte, etc. Pourtant, mais quand je suis arrivé sur place, j'avais une voiture en plus, etc. Donc c'était une période plus ou moins... Mais traiter cette région comme si c'était une wilaya du Nord, c'est criminel. Il y a des besoins spécifiques du point de vue de l'économie, du point de vue du social, du point de vue de la vie tout court. Parce Bien que sûr, de la chaleur. On vit pas de la même manière. C'est pas possible. J'ai passé des semaines à Hassim Saoud. On ne vit pas de la même manière à Hassim Saoud comme on vit à Alger. Ce n'est pas vrai. Alors, il ne reste plus beaucoup de temps. Nous n'allons pas pouvoir traiter les autres sujets qui restent.
Alors, nous avons les détenus donc qu'on va privilégier. Mohamed Lamine Chiban, je vous demanderai donc une intervention assez rapide, 2 minutes à peu près, sur les détenus. Ils viennent de libérer un 14 juillet, ils viennent de décider d'une grâce. Curieusement, on se demande pourquoi 14 juillet et pas 5 juillet. 101 détenus sur plus de 300. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette, pas mesure de grâce, nous disent-ils, mesure de clémence. Hein, donc, appréciez la sémantique. Mohamed Lamine Chiban. Oui, mesure de clémence. Il fallait ajouter le Mugharrar bihim. Peut-être, il fallait ajouter cela encore. Pardon, on n'a pas très bien entendu. Il fallait ajouter al Mugharrar bihim. Al Mugharrar bihim. Oui, voilà. C'est-à-dire que non seulement grâce à ces Mugharrar bihim. Ça a déjà été dit par feu Gaïd Salah. Hein? Oui, ça a été déjà dit. Je voudrais revenir à tout à l'heure quand votre invité parlait du budget de certains ministères. Parce que vous savez, Jamal el-Din, juste avant le printemps algérien, avant le 22 février 2019, la résidence d'État du Club des Pins revenait au trésor public 3 fois plus que le budget du commissariat aux énergies nouvelles. Oh là là, c'est parlant, c'est significatif, c'est incroyable. C'est sans commentaire. Yani. C'est sans commentaire, littéralement. Voilà où nous fait l'ahd al-Boutefliki. Et bon, et puis maintenant que je vois ces jeunes du Sud, je le dis, Silmiya, ne surtout pas tomber dans tout ce qui est brûler fermer les routes, tout ça. Il faudrait préserver la Silmiya. Et c'est avec la Silmiya que vous allez réussir, justement. Je les comprends quand on voit ce général-major de la gendarmerie qui se trouve à Vanuatu. Vanuatu. L'océan Pacifique. C'est entre les îles Fidji et la Nouvelle-Calédonie. Akhali, comme ils disent les Charq, ils disent Akhali. Akhalik, تمتع بالمال, voilà, et peut-être que la Nouvelle-Calédonie pour se recueillir les ancêtres Mtawana, les ont déportés les années 1800, peut-être en plus. Ouais. Et puis, ces jeunes du Sud, quand ils voient un ex-président d'APN qui est en fuite, 2 ex-premiers ministres en prison, 18 ministres en prison, sans compter ceux qui sont en fuite. Oui, et une flopée de généraux, majors. Une trentaine de généraux-majors, et à leur tête un ex-secrétaire général du ministère de la Défense nationale, oui. Sans compter les généraux qui se trouvent en fuite aussi. Ben, y a de quoi, je les comprends, ces jeunes du Sud. Et quand on voit en même temps, sur selon une étude faite par le centre de une étude sur le CRA qui se trouve à Bordeaux, c'est-à-dire le centre de rétention administrative. Oui. Alors là, j'interpelle M. Ramtal Lamamra, il y a 1000 Algériens qui sont emprisonnés. 1000 Algériens qui sont emprisonnés sur les 28 000 étrangers. Eh ben, c'est alors, dire. M. Ramtal Lamamra essayait de sauver ces 1000 Algériens. Par contre, pour ces 100 détenus qui sont نطلب من رئيس تبون وإحنا رانا مقبلين على عرفة مقبلين على عيد الأضحى سرح ces jeunes Algériens, libère tout le monde, réconcilie-toi avec le peuple. Et je me permets de vous interrompre, docteur, je suis désolé, il ne reste plus de temps. Alors, mes chers amis, vous avez 1 minute et demie chacun, mais vraiment 1 minute et demie au cordeau. Oui, je pense qu'il y a cette histoire donc de grâce qui est vraiment c'est un non-sens. C'est un non-sens. Gracier quelqu'un qui a été condamné arbitrairement à tort. C'est-à-dire que c'est les gens qui l'ont arrêté qui devraient être jugés puisqu'ils violent la loi, la première loi du pays, la Constitution, leur propre Constitution. Je vais rappeler juste un point qui est parce qu'il faut aussi qu'on fasse un parallèle. En 1983-84, en France, il y a eu une campagne pour la libération de détenus politiques.
il y avait en prison à l'époque, donc c'était le régime de Chadli, il y avait des islamistes, il y avait des berbéristes, il y avait des trotskistes, il y avait il y avait de toutes les tendances. Il y avait un comité. Dans ce comité, il y avait d'ailleurs notre grand historien Mohamed Harbi, que je toujours à chaque fois que je pense à lui, donc c'est vraiment quelqu'un que j'ai beaucoup de respect pour ce... Et moi aussi. Voilà, donc un grand bonhomme, un grand militant, un grand citoyen, et dont il faisait. Donc c'est l'un des principaux dirigeants d'ailleurs de ce comité, avec d'autres, des anciens avocats donc du FLN qui étaient des Français, Yves de Chazelle, etc. Et au bout d'un certain moment, donc il y a eu 92 détenus politiques qui avaient été donc libérés, et il y avait un article pour la première fois depuis l'indépendance, grâce présidentielle de Chadli. Et à la suite de ça, je me souviens donc dans ce comité, il y avait un communiqué qui a été fait, donc bien sûr très content qu'il soit libéré, mais cette libération, ce n'est pas une grâce, c'est une reconnaissance du régime qu'il existe en Algérie différents courants politiques et la démocratie exige qu'ils aient le droit de s'exprimer, de pratiquer la politique, bien sûr, et de s'adresser au peuple algérien et à lui de décider après. Donc voilà. Donc je pense que c'est ça. Ça devrait être une reconnaissance. On fait un retour à 84. C'est énorme. C'est énorme. Hakim. Les mêmes 2 minutes aussi longues, aussi courtes non, 1 minute 30 maximum. D'accord, les mêmes 1 minute 30 que mon ami Mourad. D'abord, il ne les a pas libérés, il les a relâchés de prison. Voilà, on a vécu d'autres catégories auparavant, avaient vécu, moi de même avec eux, en janvier 2020, la même chose. Il faut préciser, c'est pas tant pour vous, mais pour ceux qui écoutent, parce que c'est la supercherie, elle existe un peu partout quand ce pouvoir prend ses décisions. Sur 101 personnes relâchées, il y en a 71 qui restent sous contrôle judiciaire, qui restent en tout cas en liberté provisoire. En liberté provisoire, ça veut dire que leurs procès ne sont pas encore passés. Voilà, et il y a bien évidemment 200 encore personnes qui sont dans ces geôles, qui sont dans ces prisons. Donc, première des choses, c'est pas le fait du prince. C'est pas M. Tebboune qui d'un seul coup, M. Jengriha ou je ne sais pas qui autour de lui, a décidé pour le 4 juillet, le 14 juillet, je vous laisse la paternité de cette, voilà, ou l'Aïd al-Adha, l'Aïd al-Kébir l'Irajay, c'est à mon avis, ils sont allés trop loin, ils s'aperçoivent qu'ils sont allés trop loin, et ça commence à bouger aussi dans les autres capitales à travers le monde, y compris même à Paris, chez certains élus, comme la sénatrice Madame Laurence Rossignol, comme le texte fait par certains députés français, etc., Madame Bateau, M. Villani et autres, c'est le cas aussi un peu partout, donc il y a également le Parlement européen, etc., donc ça commence à bouger et c'est sur ces pressions. Donc j'en terminerai en disant qu'il faut maintenir ces pressions, qu'il faut accentuer ces pressions, parce qu'il faut qu'on libère ces 200 personnes. Il faut qu'on libère ces 200 personnes et dans la mesure du possible, bien évidemment, qu'ils en emprisonnent pas de nouveau. Et le rôle de la diaspora et les amis de l'Algérie est aujourd'hui fondamental sur la question des mobilisations et des interpellations et l'information à donner pour que la mobilisation ait lieu sur cette question des détenus à libérer. Merci Hakim Haddad, merci Mourad Dirsah, merci Mohamed Lamine Chibane, merci à vous chers amis d'avoir suivi cette émission. Nous formulons tous le vœu contre nous et nos compatriotes marocains. Il ne se passe que khawa khawa, de la même manière que je vous recommande, comme toujours, à nous tous, les Algériens, silmiya, khawa khawa, hatta tji al-hurriya. Merci les gars.